Bonsoir tout le monde, bonsoir professeur. Donc vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous venez de publier aux éditions Aura, Demain la République, un ouvrage dans lequel vous faites un état des lieux sans complaisance de la République sénégalaise d'aujourd'hui. Donc vous parlez d'une république en éclat en parlant un peu de l'état des institutions, en commençant par la présidence de la République. Oui, ai-je la parole? Oui, voilà, s'il vous plaît. Je vous remercie et bien sûr je commence par saluer toutes celles et ceux qui sont sur ce plateau et bien naturellement l'école El Hadji Ibrahima Sakho parce qu'ils viennent de Rufisque et d'autre part El Hadji Ibrahima Sakho, le parrain de l'école et le père de ma mère est homonyme à moi. Tout à fait. Donc c'est une heureuse coïncidence et je suis heureux d'être avec vous. Effectivement, mais c'est un ouvrage qui parle de la République, mais aussi de la société et aussi mais des citoyens et de la Tout à fait, on y reviendra tout à l'heure sur les autres parties, mais d'abord vous parlez un peu de la présidence, de l'hyper-présidentialité. Oui, mais tout à fait. Mais je parle de la présidence, je parle du Parlement, je parle de la justice. Mais sur la présidence, ce que je dis tout simplement, c'est ce que tout le monde constate, c'est qu'il y a une trop forte concentration de pouvoir entre les mains du président de la République. Et cette concentration est de nature à fausser et le jeu politique et à travestir la société, en tout cas à reproduire un peu une sorte de clientélisme, mais qui fait que notre société est devenue une société foncièrement mais parasitaire, avec ses intermédiaires, avec ses coursiers qui vivent de deniers publics. Et que donc ce qui m'a surtout intéressé là, c'était de faire le pont entre ce qu'on appelle la crise des valeurs, la crise des institutions et un peu le monde politique pour dire que mais tout ça c'est lié. C'est lié. Vous parlez aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du Parlement et de la justice. Là aussi, vous pensez que les parlementaires ne sont pas très bien formés pour le travail qu'ils doivent accomplir. Oui, mais tout à fait. Mais ce que j'explique est tout à fait simple. C'est qu'en un moment déterminé de l'histoire de notre pays, où il y a une forte demande de parlementarisation du pouvoir pour redonner plus de pouvoir au Parlement, il était important de se poser la question si d'abord, premièrement, le Parlement est-il conscient du travail qu'on attend de lui et qui est essentiellement un travail d'autorisation de la dépense publique et d'autre part de suivi et d'évaluation des politiques publiques et de se poser la question s'il y avait les femmes et les hommes de qualité pour le faire et la réponse est malheureusement non aussi. Ça fait partie des points qui doivent être soulevés dans le cadre d'une république à reconstruire. Et en ce qui concerne la justice aussi, on a beaucoup parlé ces temps-ci de la séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Est-ce que vous pensez que notre justice est assez indépendante? Non, notre justice n'est ni indépendante ni impartiale et on n'a pas donné les moyens à la justice de l'être. Mais est-ce que c'est à la faute du pouvoir? Est-ce que ce n'est pas les juges, comme l'a dit le président? Non, mais c'est une histoire beaucoup plus compliquée. Il y a les deux. Il y a à la fois le jeu institutionnel, constitutionnel, et il y a bien entendu le rapport entre la politique et le pouvoir judiciaire. Et ces relations, on a dit qu'elles devraient être beaucoup plus adultes. Et dans le fond, il y a tout ce qui tourne bien sûr autour de la protection des magistrats pour qu'ils puissent faire en toute indépendance et en toute impartialité leurs devoirs, tout en ayant leurs responsabilités engagées dans les décisions qu'ils prennent, puisqu'il est hors de question qu'il y ait une république des juges ou que les magistrats s'érigent en personne au-dessus de la loi dans notre pays. Donc, en tant qu'ancien enfant de troupe, là aussi, vous parlez beaucoup des forces armées. Il y a un gros chapitre qui est consacré aux forces armées. Vous pensez qu'on ne leur donne pas tout à fait les moyens vraiment d'exercer leur métier? Non, disons que la question de l'armée, d'ailleurs, je n'ai pas parlé que de l'armée, j'ai parlé de la police aussi, puisque la protection des biens et des personnes est un tout. Et aujourd'hui, dans notre pays, elle est partagée entre les forces de sécurité et les forces de sécurité générale et les forces armées. Et mon problème, c'est qu'en ce qui concerne les forces de sécurité, il y a une trop forte politisation de la police qui est mal équipée, qui est mal formée et qui n'est pas à la hauteur des délits et des menaces qui pèsent sur les biens et les personnes. Et de l'autre côté, en ce qui concerne l'armée, il y a un désintérêt total des autorités politiques et civiles qui doivent donner non seulement le concept de défense globale, mais donner les ordres
à l'armée qui ne s'intéressent pas à la chose militaire et les processus de décision ne marchent pas toujours. Donc j'ai réfléchi pour voir comment intéresser plus les civils à la prise de décision militaire et comment donner à l'armée les moyens de faire face à ces missions de défense. Parce que vous constatez mieux que moi qu'aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, il y a des militaires qui sont pris en otage par les rebelles en Casamance et que toutes ces choses-là relèvent bien sûr de pathologies que nous devons étudier sérieusement et prendre les mesures qui s'imposent. Alors, avant de donner la parole à mes collaborateurs, on va terminer un peu sur un aspect qui vous tient vraiment à cœur, ce sont les valeurs, c'est la morale. Vous dites qu'on ne peut pas gérer vraiment une république sans pour autant mettre l'accent sur ces valeurs-là. Oui, disons que, bon, moi je fais la différence entre la morale et l'éthique. Ça, c'est le premier point. Et je ne suis pas tombé dans un moralisme plus ou moins religieux de cet ordre-là. Ce que je dis tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de république sans intérêt général, et il n'y a pas d'intérêt général sans bien commun, et il y a une éthique du bien commun qui doit inspirer une république. Alors ça va très loin. Ça commence par des questions de valeurs de tolérance, de coexistence ensemble qui fondent le vivre en commun, en passant par le respect, par la politesse, jusqu'à cette éthique du bien commun où absolument il faut apprendre que nos intérêts, nos communautés, nos familles ne comptent rien pour ce que nous avons tous en commun qui est l'intérêt général et le bien commun. Et c'est ça l'éthique un peu de la République. Et donc la crise que nous traversons aujourd'hui fondamentalement a été une crise de valeurs parce qu'encore une fois, une société, d'abord une société comme un individu, mais je le dis quelque part, qui marche sans principe ne va ni loin ni droit. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de république s'il n'y a pas une société de confiance. Et une société de confiance, c'est fondée sur des valeurs réciproques que ceux qui vivent à l'intérieur doivent partager nécessairement. Sokhna Benga. En fait, moi, dans le livre, au début, je pense que la première page déjà résume beaucoup de choses. C'est quand il part de la question de survie. Parce qu'on a l'impression que c'est vrai que le Sénégalais court derrière la question de la subsistance, à tel point que cette question devient obsessionnelle. Et peut-être c'est cette question de la subsistance qui explique beaucoup de choses, le délitement de beaucoup de choses. Parce qu'un ventre qui a faim, forcément, oubliera beaucoup de choses, ne mettrait pas en avant beaucoup de principes ou de valeurs. C'est vrai que l'école de la République dont vous parlez, c'est d'abord une école qui apprend aux gens le sens de la responsabilité, du détachement, du bien commun, la question de la gestion, de la bonne gestion de la chose publique. Et au-delà, peut-être, parce que là, vous avez abordé une question importante, c'est la question de la place de l'administration. Parce qu'on a toujours perçu l'administration sénégalaise, je me rappelle quand on était beaucoup plus petite du temps de Senghor, l'administration sénégalaise comme ce bastion imprenable, où le fonctionnaire était une référence, où le policier, quand on parle des forces de sécurité, était vu plus ou moins, on avait même peur de jeter le mouchoir par terre parce que dès qu'il nous regardait, on avait peur. Le militaire encore moins parce qu'on le voyait encore moins. Et le président de la République, moi je me rappelle quand je passais devant le palais présidentiel, je tremblais parce que je me disais, ah là, je pensais même pas y entrer un jour. Cette distanciation obligatoire qu'il doit avoir entre le président de la République et les gouvernés. C'est toutes ces questions essentielles. La question qui se pose, c'est que devant un monde qui s'effondre, comment on doit enclencher cette école de la République? Comment le premier pas sera fait et puisse être suivi d'autres pas pour que demain, le Sénégal dans lequel nous serons et que nous léguerons aux générations futures puisse être un Sénégal comme disent nos anciens, sur son encensoir. Oui, alors moi je remercie Sokhna. J'ai vu que effectivement vous avez même mis des stabilo-boss un peu partout sur mon ouvrage, mais ce qui me fait plaisir et m'honore. En fait, vous dites que ça commence dès la première page, mais je pense que ça commence dès la dédicace. J'ai dédié ce livre à tous ceux qui ont servi l'intérêt général et la République. Et je pense que ça c'est très important. Parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup d'oubliés qui ont tout donné à la République, qui ont tout donné à l'intérêt général et qui sont aujourd'hui des laissés pour compte. Parce que les autres qui ont passé leur temps à poursuivre les intérêts particuliers et les intérêts privés
ont eu quelque part raison sur eux matériellement. Donc j'ai voulu les réhabiliter. La deuxième chose que vous dites et qui est importante, c'est que vous vous interrogez dans quelle mesure une société politique est possible dans la subsistance. Et bien sûr, vous avez raison. Ma réponse, c'est non, elle n'est pas possible. Vous savez, il y a un philosophe qui est Spinoza, mais qui disait que dans la vie, les manières de vivre expliquent mais toutes les différences. Et qu'il y a des dimensions de l'individualité qui sont déterminées par la manière de vivre. C'est-à-dire que vous verrez des gens qui ne vivront que dans le rapport immédiat des choses. Et vous verrez des gens comme vous qui vont vivre de littérature et d'autres choses. Alors l'idée, c'est qu'à chaque fois que la vie bascule plus vers la biologie et moins vers la vie spirituelle, vous avez une vie incomplète. Et que le propre d'une vie civilisée, d'une vie politique, d'une vie civile, c'est quand justement nous commençons à nous libérer de la vie biologique vers la vie spirituelle. Et c'est tout le thème, par exemple, du hegelianisme et de la phénoménologie de l'esprit. C'est tout simplement une conscience, un esprit qui part de l'immédiateté du là sensible et qui essaie justement de se former à l'avènement du savoir absolu. Donc, sur ce point-là, bien entendu. Alors, aujourd'hui, nous avons des couches entières de nos populations qui sont contraintes à vivre au jour le jour, à vivre avec leur ventre, et qui fait que même lorsque arrivent les choix politiques, on les achète et on achète leurs cartes. Et que de façon générale, la pauvreté, et il y a un degré de pauvreté et de misère qui n'est pas compatible avec une société politique. Et c'est pourquoi je pense aussi que la République doit justement s'inscrire dans ces problématiques, mais de solidarité, mais de lutte contre la pauvreté. Alors cela n'épuise pas tout. Je pense que nous vivons dans le quotidien, mais quelque part aussi, nous sommes dans un pays où même ceux qui sont en dehors de ce quotidien et qui ont le temps de réfléchir ont peur du passé et n'aiment pas se projeter dans l'avenir. Vous voyez, notre pays a traversé beaucoup d'expériences. On a rarement le courage de faire un bilan, de voir ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait. Regardez aujourd'hui, lors de la campagne électorale, lorsque les gens font le bilan de l'alternance, tout est dans tout et réciproquement. Alors, demain, pour nous projeter sur 15 ans, sur 20 ans, personne ne veut voir ça, alors que le Sénégal est en train de vivre la transition démographique la plus grave de son histoire, qui explique un désir de république, qui explique d'ailleurs que le jardin botanique de Yeumbeul ne marche plus parce qu'il y a une pression démographique, mais qui fait qu'il n'y a plus d'espace. Alors, nous avons des tas de problèmes avec des désirs de type de communication, de nouveaux désirs de structure familiale. Comme si nous avions des forces productives potentielles, mais qui sont rentrées en contradiction avec nos infrastructures sociales et politiques. Et ça, c'est une contradiction fondamentale que les discours politiques actuels n'expliquent pas et qui va expliquer d'ailleurs dans 5 ans comment les jeunes aujourd'hui qui sont en train de bouger dans la rue pour résoudre les questions de chômage, pour demander plus de droits, vont encore se retrouver les mêmes dans la rue. Et ça, il n'y aura pas de doute dessus. Donc, c'est une société qui, à force d'avoir peur de son passé et de refuser de se projeter de l'avenir, vit au jour le jour. Alors, et vous comprenez, tous les problèmes des Sénégalais, on vit au jour le jour, on fait du takhalé comme on dit, et tout ça procède de la même chose. Maintenant, mais sur la question de l'administration, vous dites quelque chose d'extrêmement important. Là encore, je vais faire référence à Durkheim, sociologue, mais qui disait tout simplement, il y a une différence entre les fonctions économiques privées et les fonctions publiques, et que les fonctions publiques demandent beaucoup plus de moralité de la part de ceux qui l'exercent. Et aujourd'hui, quand vous voyez comment le modèle syndicaliste économique des entreprises privées a été transplanté dans l'école, et comment aujourd'hui on est content de paralyser le système de santé du pays, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas parce que tout simplement, justement, cette vieille vocation de l'administration est perdue. Alors, ce n'est pas seulement ça qui est perdu, mais c'est l'idéal de l'institution. Vous parlez tout de suite d'une distance, mais la distance n'est pas seulement, mais comme le général de Gaulle le disait quelque part, que le pouvoir a besoin de distance, de prestige. Mais ce n'est pas seulement ça, mais il y a quelque chose de plus profond dans la distance du pouvoir politique. C'est le fait de préserver ce que Hegel appelle l'esprit objectif, qui est le fait que nous tous, nous sommes périssables, mais que les institutions demeurent. Quand on comprend ça, il y a une façon de se comporter devant des institutions, il y a une façon de gérer des institutions et il y a une façon de se tenir devant des institutions. Et cette désacralisation de l'administration et cette perte de vocation vient encore retrouver encore une sorte de laïcisation, mais de cette mystique et de cet idéal de l'État. Bien sûr, maintenant vous me dites, moi, tout ça, par quoi commencer? Mais la réponse est très simple, malheureusement. La réponse est très simple. On commence par donner les exemples. Et on commence par donner l'exemple.
Il n'y a absolument rien qu'on pourra refaire dans ce pays si on ne commence pas par une pédagogie de l'exemplarité. Nous vivons dans un pays très discursif. Nous sommes très bons en discours, nous sommes très bons en théorie, mais personne n'applique ce qu'il fait. Nous avons énormément de prêcheurs. Et j'ai l'habitude de dire que les héros inspirent pas par les discours, mais par l'exemple. Et justement, c'est cette république exemplaire qu'il faudra essayer d'incarner en ayant à chaque fois les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais ça, on ne peut pas l'avoir si dans un pays, tout est possible, n'importe quoi est son contraire, parce que n'importe qui peut se retrouver n'importe où à exercer n'importe quoi. Et je pense que c'est un défi de fond, puisque notre société n'a pas fait son introspection. Même sur l'école, cette sorte de nivellement par le bas, où on rabaisse tout le monde, où on n'a plus la passion de bien faire les choses, de choisir des élites, mais de les formater, de détecter des hauts potentiels dans l'administration pour leur donner les pouvoirs de décision. Alors que moi, ce que je comprends, c'est que si une décision est mal prise dans le domaine public, eh bien, les gens le payent. Et que quand dans un pays, une somme de décisions arrive à être prise par des gens qui sont incapables, qui ne devraient pas être là, la solution finale, c'est que tôt ou tard, un jour, vous aurez vos enfants et vos petits-enfants qui vont prendre des bateaux, qui vont vouloir traverser l'océan pour aller de l'autre côté et qui vont mourir dans les océans. Donc pour moi, cette affaire de Barça ou de Barsakh est la sanction tout simplement du fait que nous avons peur de choisir les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et pour moi, ça c'est essentiel. C'est des questions qui ne sont pas malheureusement posées dans la conjoncture politique actuelle, mais je pense que c'est une question de fond. Moi, j'ai lu votre ouvrage que je salue parce que c'est une production intellectuelle, une production d'idées. Et nous avons besoin de ces choses-là pour que les débats s'organisent dans l'espace public autour d'idéaux qui vont dans le sens de nous offrir un bien-être et un mieux-être. Alors, la première remarque quand j'ai lu votre ouvrage, c'est pourquoi vous l'avez écrit de manière aussi sommaire, c'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de table des matières, il n'y a pas de bibliographie, il n'y a pas de notes de bas de page. Pourquoi? Premièrement, il y a un sommaire, bien sûr. Oui, mais il n'y a pas de bibliographie, il n'y a pas de table des matières. Oui, mais il y a un sommaire, hein. Et puis deuxièmement, je n'ai pas voulu faire quelque chose de scolaire. Parce que, premièrement, les essais et les idées que j'ai défendues dans le livre sont entièrement, intégralement mes idées. Okay. Donc, ce n'est pas une recherche, c'est pas. Mais pas les citations. Par exemple, quand vous citez tout ce dont vous parlez, aussi bien les Marx, Engels, Ferry, Gramsci, etc., vous ne renvoyez pas à des notes de bas de page. Oui, mais en général, quand mes étudiants me rendent un document comme ça, je leur dis de faire ça. Mais quand c'est à un niveau un peu plus élevé... Mais justement, c'est-à-dire que vous, en tant que le professeur, vous devrez donner ce bon exemple-là, mais pas sur un ouvrage de cette nature-là. Pourquoi pas? Mais parce que c'est un essai politique et que je n'ai pas besoin d'ennuyer les gens avec des notes de bas de page. Mais vous savez que quand vous faites ça, l'ouvrage ne peut pas franchir le cap de l'université, par exemple. On ne peut pas l'enseigner là-bas. Mais bien sûr, mais rien n'empêche à l'université est libre. On peut l'enseigner même. On peut le donner à un concours d'agrégation des sciences politiques. Non. Rien ne s'y oppose. Parce qu'il y a une présentation scientifique qui est acceptée avec table des matières, bibliographie, note de bas de page. C'est ça qui n'est pas ici. Index, etc. C'est pas une thèse, encore une fois. C'est un essai politique. C'est un pamphlet que je lance à la disposition de tous les Sénégalais. Oui, mais vous êtes d'accord quand même qu'il faut des références. Quand vous citez quelqu'un, il faut renvoyer à... Mais quand il y a les références, mais quand je dis Marx dit entre guillemets, je le lis, mais je suppose que les gens sont aussi cultivés que vous. Mais non, cette supposition-là... Maintenant, mais si vous avez eu des problèmes quelque part, mais vous me le dites, mais je vous le dis... Non, c'est-à-dire quand vous écrivez, c'est pour le public. Et quand le public lit, Montesquieu dit, etc., dans l'esprit des lois, il faut renvoyer. Ça, mais ça vous suffit pas. Ça vous suffit pas que je dise Montesquieu dit dans l'esprit des lois. Vous voulez la page, le point, mais l'édition. Mais ça c'est le minimum. Non, mais ça, c'est scolaire, mais c'est pour les jeunes. Non, ça, c'est universitaire. J'ai quand même, ça fait 30 ans que j'enseigne, ça fait 30 ans que je suis dans l'université, mais je dois pouvoir aujourd'hui écrire avec une liberté, mais qui n'est pas la liberté. Et donner des références, oui. Mais je ne dis pas non, je dis juste ce que vous dites est vrai, vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais quand vous citez quelqu'un, renvoyez à cette personne. Mais je vais vous donner un exemple. Allez lire tous les ouvrages de haute qualité, mais qui sont de la facture de l'ouvrage que j'écris en France aujourd'hui. Vous ne verrez pas une citation en bas de page. Pourquoi? Ou des références. Mais parce que
mais les gens, ils assument librement. Je ne sais pas moi, lisez un livre de Cohen, de Daniel Cohen, lisez un livre de Stiglitz, lisez un livre d'Attali, mais vous ne verrez pas des renvois de bas de page. À moins que ce soit très scolaire. Non, universitaire. Non, mais ce qui est important dans un ouvrage, c'est qu'à chaque fois que tu cites, mais tu dis, j'ai cité tel auteur dans tel ouvrage. Ça suffit. Oui, le reste, c'est ce que vous ne faites pas. C'est ce que vous ne faites pas. Non, mais c'est écrit partout. Mais il n'y a aucune citation mais qui n'ait fait l'objet de l'auteur et du document. Non, ça n'existe pas. Ah si, vraiment, je suis désolé. Mais vous venez de me dire Montesquieu, mais sortez-moi un exemple. Vous êtes là, vous êtes en face. Il n'y a pas de bas de page. Mais il dit que dans le texte, ça est à l'intérieur. Non, mais dites-le. Sortez-moi un exemple. Il y a 1000 exemples ici. Aucun. Mais sortez-le. Par exemple... Je vous en demande un. Oui, non, moi je vous donne tout de suite 1000 exemples. Vous dites par exemple à la page, quand vous citez Bergson... Bon, d'abord, mais vous dites que c'est Bergson, vous dites que c'est un concours, c'est un texte de distribution à un concours dans un lycée. Oui, c'est-à-dire que vous ne donnez pas de références. Par exemple, vous dites Claude Delon, le dépeint, le général se sentait tellement mal à l'aise dans le décor de l'Élysée, etc. Vous citez, vous mettez entre guillemets, mais il n'y a pas de référence où mais quel est l'ouvrage, quelle est la page. Mais ça, c'est pour les étudiants. Moi, j'ai pas fait un livre. Les étudiants ont besoin de ça. J'ai pas fait un livre pour des thésards. J'ai fait un livre pour des citoyens. Et c'est pourquoi moi, je pourrais faire. Oui, c'est son choix. Mais c'est mon choix. Mais ce choix, je suis désolé, il est discutable. Parce que citer quelqu'un, il faut le renvoyer. Mais il n'est pas discutable. Mais ça dépend de à quel public vous vous adressez. Moi, je suppose que je m'adresse à des gens suffisamment intelligents et cultivés pour que si je leur dis Montesquieu, dans l'esprit d'Édouard, dit ouvrez les guillemets trucs, ça suffit. Je n'ai pas besoin de renvoyer à des éditions. C'est pas des étudiants. Non, mais on n'a pas besoin de vérifier ça. Vous auriez dû vérifier avant de venir sur cette table si toutes les citations que j'ai faites sont correctes. Vous l'avez fait ou pas? Non, c'est-à-dire que c'est votre responsabilité. Mais ce n'est pas ma responsabilité, c'est votre responsabilité, vous, lecteurs. Moi, ma responsabilité, c'est de produire des idées. Je les ai produites. Mais maintenant... Et c'est nous qui devons vérifier ce que vous avez... On va passer sur ça, s'il te plaît, on va passer sur le fond. Sur la forme toujours. Oui. Un moment, je ne vous cache pas, Elhadji Ibrahima Sall, moi j'ai envie d'appeler les éditions Aura. Oui. Mais il n'y a aucune référence pour cette maison d'édition ici. Oui, mais après. Oui, parce que... Mais quel est votre problème? Le problème, c'est que... Mais vous voulez que je publie chez Flammarion ou chez Gallimard? Non. Mais j'ai eu à le faire, je peux le faire. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est délibéré. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Pas ça. Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas posé pas la question. Mais je vais vous poser la question. C'est une auto-édition. Non, je vais vous expliquer ce que c'est. Et comme ça va vous faire travailler un peu votre esprit. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que on est en période préélectorale ou électorale. Je n'avais pas envie de me faire éditer chez l'Harmattan ou chez Gallimard et avoir mon bouquin bloqué à l'aéroport pour des raisons politiques. C'est aussi bête que ça. Ce n'est pas plus compliqué. Donc je l'ai fait éditer par une maison qui était habilitée à éditer et j'ai aucun problème de complexe. Je peux me faire éditer où je veux, je n'ai pas le problème. J'ai choisi et je choisis librement. Maintenant, mais c'est votre choix, vous. Le jour que vous allez publier, et j'espère un jour ça vous arrivera. Il a déjà publié. Voilà. Mais vous avez publié dans quelle édition? Attendez, vous avez publié dans quelle édition? L'Harmattan. Vous avez publié dans l'Harmattan. Mais comme moi, j'ai publié dans l'Harmattan, mais je ne trouve pas que ce soit mieux ou moins bien que de publier ailleurs. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est que quel est votre problème? Les éditions Aura vous ont mal édité. Oui, non, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire concrètement que le texte qu'ils ont produit pour votre essai, oui, le texte est mal libellé. Mais comment il est mal? Qu'est-ce que cela veut dire mal libellé? En français, qu'est-ce que ça veut dire libellé? Ça veut dire que expliquez-moi la façon dont ils ont imprimé le texte. C'est un problème d'impression, c'est un problème d'édition, c'est un problème de syntaxe, c'est un problème de français, c'est quoi? Très bien, il y a tout ça. Non, mais non, il y a tout ça, c'est trop facile. Sortez-moi un exemple. Très bien. Alors, à chaque page, par exemple... Sortez-moi une page où vous avez un problème. Dites-le, mais c'est trop facile là. Mais cette fois-ci, c'est moi qui vais me mettre à votre place et je vais vous obliger de dire ce que vous avez à dire. Alors, à chaque page de votre ouvrage, il y a des problèmes d'espace. Ils mettent trop d'espace. Oui, mais est-ce que vous pensez que sur un thème comme Demain de la République, vous allez me parler d'espaces qui n'ont pas été faits ici? Non, je parle de la forme. Non, mais il faut être sérieux, Tunkara. Mais attendez. Non, mais ça, c'est sérieux. Par exemple, pour un livre comme le vôtre, qui est aussi sérieux, oui. Il saute des mots.
Il y a des mots qui sont sautés. Et quel mot a été sauté dans quelle page? Par exemple, à la page 48, allez-y. Page 48, ils disent, contrairement aux préjugés, c'est deuxième paragraphe, contrairement aux préjugés que cette restriction distille, beaucoup de propositions faites par les parlementaires sont plus sages que bien, quelque chose est sauté, initiative gouvernementale. Que bien des initiatives. Oui, mais que bien des initiatives gouvernementales. Bon, le D est sauté. Peut-être que c'est un D, mais c'est arrivé une fois dans un texte de 132 pages. Non, 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 c'est arrivé à la page 85, c'est la même chose. Allez-y, lisez-le, je vais voir. Il faut donc des ministres, c'est quatrième paragraphe, il faut donc des ministres qui aient la stature de l'emploi, de vrais hommes d'État qui, ils ont mis, font prévaloir aucune considération. Donc, qui ne font prévaloir le nœud. Et oui, mais heureusement que vous êtes assez intelligent pour savoir que c'est un nœud. Oui, je l'ai mis, je l'ai mis. Alors, autre page, il y a un mot de trop. À la page 74, il y a un mot de trop. Oui, mais Michel Tounkara, moi je vais vous arrêter. L'exercice auquel vous vous livrez est un exercice mais complètement ridicule. Pour une raison très simple. Je me crois, moi, devant un jury de thèse. Dans les jurys de thèse, les profs de thèse font ça. Ils disent il y a une virgule, il y a un truc qui est manqué. On n'est pas là pour ça. Alors, moi, je ne suis ni étudiant et vous n'êtes pas non plus habilité, ni vous n'avez pas les qualités pour faire partie de mon jury de thèse. Alors, donc, je vous demande de discuter sur en ce moment, le problème est vraiment déplacé. Non, mais le parce problème que n'est pas déplacé. moi, je suis habilité. Mais vous n'êtes pas habilité à être dans mon jury de thèse. Je suis habilité. Mais tu le sais mieux que moi. Je suis habilité à lire un ouvrage et à faire des remarques sur la forme de cet ouvrage. Je suis fort bien habilité pour ça. Merci pour les remarques. Et c'est ce que je fais. Merci pour donc, c'est un ouvrage que je trouve qui est mal édité. Non, mais pour une raison simple. C'est-à-dire, il faut que vous écoutiez, c'est un minimum. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit que vous n'avez pas édité. Non. Vous vous êtes fait éditer les éditions Aura. Je dis ces éditions Aura. Mais Tounkara, mais vous savez mieux que moi que j'adore les remarques intelligentes. Oui. Mais j'aime pas perdre mon temps sur des choses qui le sont moins. Vous pensez que c'est une perte de temps on en parle suffisamment, je pense. En réalité, les choses sont très simples. Personne ne peut aujourd'hui prétendre que parce que vous avez écrit un livre, vous le mettez dans l'espace public, les gens n'ont pas le droit d'émettre leur avis sur cet ouvrage, sur la forme. C'est pas possible. C'est pas parce que le livre est mal édité qu'on ne va pas le dire. Oui, d'accord. Ce livre est mal édité. Oui, mais très bien. Mais très bien. Aussi simple que ça. Les éditions Aura ne sont même pas. Il n'y a même pas de. On ne peut même pas les contacter. Oui, mais pour aller plus vite, professeur. Alors, pour aller plus vite, moi je trouve que. Poser une question. Bon, maintenant, mais sur le fond, mais qu'est-ce que vous avez dans le domaine des idées et de la substance à discuter? Quel est votre problème? Quel est votre point? Donc, et qu'est-ce que vous pensez de l'ouvrage? Alors, merci beaucoup de me poser cette question. Je vous en prie, c'est gratuit. Ok. Moi, je trouve que ce que vous dites demain la République, vous faites une critique acerbe de notre société. Ok. Et vous faites savoir que nos vies sont devenues fades, nos inspirations émoussées, nos ardeurs dégradées. Et ce que vous dites à la page 29, vous dites que aujourd'hui, en très peu de temps, incohérence, trahison, reniement sont devenus les choses les mieux partagées de notre pays. Absolument. Alors, à la page 118, vous dites aussi que, en dépit des discours politiques plus ou moins autocomplaisants, la société sénégalaise est malade. Elle est anémiée de vertu et frappée d'ischémie morale. Notre présent, déjà dérisoire, produit de l'ignorance, de l'incivisme et de la médiocrité. L'incivisme demeure dans les faits la chose la mieux partagée dans notre pays. Et à la page 120, vous dites que le mensonge est tout invité dans ce jeu d'apparence, dans notre société où seul importe le paraître. Moi, je trouve que ces critiques de notre société ne reflètent pas notre société en réalité. Non. Pourquoi? Pour une raison très simple. La société sénégalaise, fondamentalement, est pétrie de valeurs. Okay? Elle est pétrie d'un fond moral
qui est à la base de notre survie, malgré les énormes difficultés auxquelles nous faisons face. Notre problème, l'un de nos problèmes, c'est que nous sommes formatés aujourd'hui et on nous donne des exemples qui ne vont pas dans le sens de donner le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'un peuple, on l'éduque. Moi, je l'ai dit à Doudou Wade, par exemple, le président du groupe parlementaire du PDS, on échangeait sur le sujet. Je dis, l'une des choses que le président Abdoulaye Wade aurait pu réussir, et cela l'aurait fait entrer dans l'histoire de manière durable, c'est de créer un nouveau type de Sénégalais dont parlent les Yanamaris. Parce qu'en 2000, quand Wade est venu, s'il avait dit aux Sénégalais « Arrêtez de cracher dans la rue », les Sénégalais l'auraient fait. « Arrêtez d'uriner dans la rue », les Sénégalais l'auraient fait. Donc, quelque part, El Hadj Ibrahima Sall, ce que vous faites, c'est concevoir dans l'accident que constitue un pouvoir qui est là, parce qu'un pouvoir, c'est toujours un accident de l'histoire, des réalités qui sont une écume pour notre société, qui posent problème, et vous voulez photographier cette société-là et en faire un fond. Moi, je pense que ça, fondamentalement, nous ne sommes pas ça. Et autre chose, c'est que les réformes que vous suggérez, pour moi, ces réformes ne sont pas la République de demain du Sénégal. Pour une raison très simple. Certaines de vos réformes sont complètement impossibles. Par exemple, vous dites à la page 40 que les députés et les sénateurs, donc pour vous, le Sénat doit toujours demeurer. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire en français. Vous dites que les députés et les sénateurs... On peut le supposer, mais ça ne veut pas dire nécessairement vous supposez, cela. D'accord. Non. Alors, vous dites que on ne comprend pas pourquoi, alors que la défense nationale est de la compétence des députés, non, excusez-moi, vous dites instaurer et restaurer le prestige de nos assemblées passe par la décision et la volonté des partis politiques d'y envoyer les meilleurs d'entre leurs militants. C'est impossible. Pour une raison très simple, les partis politiques fonctionnent avec des primats, avec des paradigmes qui ne vont pas dans le sens d'envoyer leurs meilleurs éléments dans les assemblées. C'est impossible, on ne peut pas faire ça. Autre chose, je pense, vous dites à la page 100 que pour ce qui est de la réforme des armées, la préparation des actions, l'élaboration des stratégies, le choix des options, la planification stratégique sont autant de phases où les civils doivent accompagner les militaires avant les opérations sur le terrain. Ça, les militaires ne vont jamais l'accepter. Et autre chose, moi je trouve que quand vous parlez de la République, la République de demain, elle doit impérativement être une République décolonisée. Parce que nous vivons depuis notre indépendance avec des institutions françaises. D'ailleurs, vous, dans les réformes du Conseil constitutionnel que vous suggérez, que je préconise. Que vous préconisez, oui. Vous préconisez que le Conseil constitutionnel doit être là et puis on doit continuer à lui donner beaucoup plus de rôle. Non, je n'ai pas dit ça. Mais c'est plus compliqué que ça, ce que j'ai dit. Mais je le rendrai plus clairement. OK. Alors, moi je pense que si nous voulons avoir une République qui va dans le sens d'épouser les contours de nos réalités, je pense qu'un organe comme le Conseil constitutionnel devrait, par exemple, être tout simplement supprimé, pour une raison très simple. D'accord, mais ça, c'est votre avis, c'est normal. C'est ce que je dis. D'accord. Et vous préconisez... Non, mais ce n'est pas le mien, en tout cas. Mais vous préconisez... C'est ça, vous préconisez... Mais on le laisse terminer, Est-ce que moi, je peux... Non, mais laisse-le répondre, après on revient à toi, s'il te plaît. Est-ce que je peux terminer? Non, il répond d'abord, après on revient sur toi, s'il te plaît. Vous pouvez terminer. Moi, je pense que vous dites des choses très intéressantes, et c'est des débats d'idées, et je préfère que vous terminiez, comme ça, on aura un débat digne des téléspectateurs qui nous écoutent. Merci. Alors, donc, moi, je pense que le Conseil constitutionnel est une création de la 5e République française. Okay? Elle est née en 1958 avec la 5e République. Nous avons, nous, importé cette institution
comme nous avions importé le Conseil d'État, comme nous avions importé la Cour de cassation, etc. Qui aujourd'hui... Et le président de la République et le président de la République aussi. Oui, okay? On peut aller loin. Hein. Ok, alors, donc aujourd'hui, il y a une réforme depuis août 2008. Cette réforme-là, okay, de la justice, okay, qui a fondu le Conseil d'État et la Cour de cassation en a fait une Cour suprême. Okay? Et le Conseil constitutionnel est resté en l'état avec ses 3 prérogatives que sont la vérification de la constitutionnalité des lois, la vérification de la conformité de nos engagements internationaux, okay? Et puis la supervision des élections. Mais moi je pense que toutes ces 3 prérogatives peuvent être diluées au sein de la Cour suprême. Il n'y a pas une chose que le Conseil constitutionnel peut faire. Et d'ailleurs, ce Conseil constitutionnel, aujourd'hui, on sait comme son image a été entachée chez le commun des Sénégalais. Il n'y a pas une prérogative que ce Conseil a qui ne peut aujourd'hui être exercée par la Cour suprême. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin de dégraisser le mammouth. Okay? Il est trop gros. Et nous avons besoin, aujourd'hui, d'institutions beaucoup plus simples. Et surtout d'institutions sénégalaise. Oui. Et vous préconisez des institutions d'aller dans le sens de toujours des institutions françaises. Et dernière chose, vraiment dernière chose, c'est que vous... je pense qu'il va commencer à répondre, sinon on ne va pas s'en sortir. Ça fait un monologue qui dure là. Est-ce que vous pouvez commencer à donner un début de réponse? Vous permettez que je vous réponde. Est-ce que la dernière chose que vous vouliez dire en me disant vous, en m'apostrophant, est-ce que c'était important ou je peux commencer à répondre? Ah oui, je pense que... Mais terminez alors, mais je vous en prie. Ok. Je dis, toutes les personnes que vous citez sont toutes mortes. Non, il n'y a pas un seul Africain et un seul Sénégalais que vous citez auquel vous vous référez pour faire votre ouvrage. Pourquoi? D'accord, mais Tounkara, d'abord, mes premières choses. D'abord, moi, je suis ravi qu'on ait basculé, mais de cette discussion, il manque un que à ces débats. Qui est important, hein? Non, mais attendez. Mais ce n'est pas important pour les téléspectateurs. Mais c'est important pour vous, mais pas ni pour moi, ni pour eux. Vous parlez pour eux, hein? Oui, mais je parle pour eux parce que je les connais. Alors, les téléspectateurs, oui, c'est bien sûr. Oui, mais parce que j'en fais partie. Il en fait partie. Quand même, pour une fois que vous êtes journaliste, vous connaissez. Laissez-moi au moins d'avoir la primauté parce que je suis du côté du marché, je suis un client. Voilà. Alors, le point, c'est que quand vous me dites qu'il faut dégraisser le mammouth, vous utilisez exactement une phrase, une expression d'un monsieur qui est un Français qui s'appelle Claude Allègre. Donc, moi, je n'ai pas de problème d'emprunter des expressions, d'emprunter des institutions, d'emprunter quoi que ce soit. Le monde, il est fait de brassage et d'héritage. Je n'ai pas de problème de citer un Grec ou de citer un Allemand ou de citer un Indien. Je n'ai aucun problème. Vous pouvez citer aussi des Africains. Hein. Mais des Africains... Dans votre ouvrage, il n'y a aucun Africain, aucun Sénégalais, aucun Africain. Quel est le problème? Moi, je n'écris pas en tant qu'Africain. Moi, j'écris en tant qu'homme doué de raison et de conscience. Et donc, moi, je suis un citoyen du monde universel. Oui. Mais même quand je fais de la peinture, mais je ne suis pas un peintre noir, je suis un peintre en Afrique. Oui. Bon, alors, on peut avoir sur ce débat-là. Mais ce que je dis sur ce point-là, c'est un faux débat. C'est la qualité des idées, la qualité des décisions, la qualité des institutions et le résultat qui est important. Moi, je ne suis pas sénégalo-centriste ou nombriste ou toucouleur-nombriste ou wolofo-centriste. Ce n'est pas mon problème. Donc, je suis très ouvert. Je pars du principe que l'humanité est un destin collectif et commun et on doit l'assumer chacun à sa façon. Alors, maintenant, revenons maintenant, mais sur les questions de fond. Vous dites les valeurs. Nous sommes dans une société qui a beaucoup de valeurs. Mais là où je voudrais vous dire, mon cher ami, c'est que un discours sur les valeurs n'est pas une pratique sur les valeurs. Notre société a beaucoup de discours sur les valeurs. Et souvent, c'est symptomatique d'une crise. Quand une société n'arrive pas à vivre ses valeurs, elle les sublime dans des discours. Moi, je dis oui, il y a beaucoup de discours sur la morale. Il suffit d'aller voir les mosquées les vendredis, et vous allez voir tous les khutbas qui vont être faits. Mais le lendemain, comment les gens se comportent. Et moi, je suis très clair avec vous. On vit dans une société de duplicité. Et ça, si vous ne l'admettez pas, c'est parce que vous ne voulez pas l'admettre, mais vous le savez mieux que moi. Vous savez mieux que moi. Ah oui, si. Non. On vit dans une... Mais bien, tous les matins, tous les soirs, vous rencontrez 80 personnes qui vous disent des choses. Sur 80 personnes, mais combien de personnes, mais vous pouvez croire? Les gens vous disent une chose, font le contraire.
Les gens sont avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut généraliser ça? Est-ce qu'on peut généraliser ça? On généralise parce qu'on est dans des populations et que c'est un raisonnement statistique. C'est pas pour rien qu'on appelle la loi normale non loi normale. Parce qu'à partir d'une certaine distribution statistique, on rentre dans des considérations de normalité clinique ou d'anormalité. Et c'est ça la question de fond. C'est que dans une société, quand 8 personnes sur 10 vous disent une chose et font le contraire, quand dans une société 10 militants à la veille des élections font une défection parce qu'ils les ont achetés, il y a un problème. Oui. On ne dit pas qu'il n'y en a pas. Donc, encore une fois, il y a une crise de valeur. Et il faut l'adresser. Il faut avoir le courage de l'adresser. Et moi, j'ai le courage de l'adresser. Notre société se porte mal. Elle est hypocrite, c'est ça. Parce qu'on fait des choses qu'on ne dit pas, on dit des choses qu'on ne fait pas, on pense des choses qu'on ne dit pas et on dit des choses qu'on ne pense pas. Alors tout y est. Vous avez énormément de possibilités entre le paraître, ce qui n'est pas ce qui paraît pas ce qui n'est pas. Mais ça, c'est dans toutes les sociétés du monde aussi. On ne peut pas particulariser ça pour le Sénégal. Je ne pense pas. Je ne pense pas d'abord qu'il en était ainsi de notre société de tout le temps. Et je ne pense même pas que toutes les sociétés du monde se ressemblent. Je ne le partage pas. Non, toutes les sociétés du monde, on s'étare. Non, mais il y a une pathologie de la société sénégalaise, elle est évidente. Là où vous faites une erreur, c'est que vous me dites, vous prenez un pouvoir. J'ai jamais dit dans aucun de mes écrits, lisez mes œuvres complètes, vous ne verrez moi jamais personne dire que c'est le pouvoir politique de l'alternance qui est responsable des problèmes de la société. Au contraire, si vous lisez bien mon livre, je dis tout le contraire. J'explique que c'est la société qui est malade, qui ne peut générer que des institutions et des politiques malades. C'est bien ça. Moi, je suis quelqu'un qui a une lecture de système. Je n'accuse pas des acteurs et ce n'est pas ma philosophie, mais c'est trop pauvre ça intellectuellement pour que je me lance dans ce genre de c'est-à-dire que quand vous dites ça, n'oubliez pas une chose. Donc, mais ne dites pas, vous prenez un pouvoir que vous stigmatisez, vous revenez juger une société en fond. Personne n'a dit ça sur ce plan. Personne. Il y a une pathologie, la société est malade, oui. Est-ce que le régime politique est responsable? Non, parce qu'avant 2000, les travers que je dénonce existaient bien dans la société sénégalaise. Est-ce qu'il faut aller profondément dans la société sénégalaise et voir ce qui s'est passé? Oui, c'est un travail qu'il appartient aux historiens et aux sociologues de faire et pas moi. Okay, mais bon, vous pouvez avoir une contribution parce qu'il ne s'agit pas uniquement mais mon livre est une contribution, Tounkara. Dénoncer ça. Non, mais je ne dénonce pas, mais ma société... Parce que moi, je ne suis pas d'accord, par contre, Ibrahima Sall, quand vous dites que le pouvoir n'est pas responsable. C'est au pouvoir qu'il appartient de forger. Mais il y a une dialectique, Tounkara. C'est évident, il y a une dialectique. Tounkara, il y a une dialectique entre l'acteur et les systèmes. Et suivant la partie... Et qui tient les rênes du système, c'est le pouvoir. Non, mais tu ne peux pas dire le pouvoir comme ça. Vous savez, mais si vous relisez Michel Foucault, mais vous avez fait des études de sciences politiques, non? Si vous relisez Michel Foucault, vous verrez qu'un pouvoir, il est multiforme. Il n'y a pas un pouvoir. Ce qu'on appelle un pouvoir, mais c'est la constellation de plusieurs pouvoirs qui s'interrogent. Alors, dans la crise actuelle, les autorités religieuses, les loges maçonniques, mais qui défendent des intérêts particuliers, la société sénégalaise, la famille, l'autorité parentale, mais la domination de la femme, qu'est-ce qui joue dans quoi? Mais c'est tout ça qui fait l'essence du pouvoir. Oui, mais je suis d'accord, mais qui est cristallisé quelque part. Donc aujourd'hui... Parce qu'il prend les décisions. Pardon, il y a un espace symbolique, il y a un homme symbolique qui est le président de la République. Et tout mon premier chapitre, justement, consiste à expliquer que dans une société qui a une telle pathologie, quand on concentre autant de moyens entre les mains d'un homme, ça aboutit à une catastrophe. C'est ce que j'explique. Et donc, ma lecture du pouvoir elle est plus riche que ça. Mon analyse de la société va plus loin. Et la crise, mais je ne l'accuse pas. Oui, mais ça, c'est facile de dire ça, parce que quand vous lisez... Mais c'est la vérité, c'est la réalité. Non, quand vous lisez maintenant, sur mes solutions. Sur mes solutions. On va revenir sur mes solutions. Alors, à la page 40, vous dites que la réforme que je préconise pour le Parlement, en demandant que les partis politiques y envoient les meilleurs d'entre eux, je me demande pourquoi vous pensez qu'il ne peut pas en être ainsi. Mais c'est très simple. Non, mais attendez, mais moi je vais vous donner des exemples. Très simple. Vous allez dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Ok, mais au Sénégal, on est au Sénégal. Pardon, mais justement, mais c'est parce qu'on veut changer le Sénégal qu'on parle. Moi, je ne fais pas un livre de consolidation du pouvoir, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un intellectuel, je combats. Je suis un intellectuel, je cherche à faire avancer les choses. Je suis un intellectuel, je résiste à l'ordre des choses. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'accommode des faits et de la réalité. Je déconstruis, j'avance et j'essaie de faire progresser parce que je crois au progrès. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et c'est pourquoi je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'en France, aux États-Unis, dans d'autres pays, si les députés obéissent à des normes de compétence
et de conscience et un minimum de trajectoire, pourquoi n'en serait-il pas de même? Et ce que vous dites est dangereux. Ne sont pas les mêmes. Ce que vous dites est dangereux. Nos réalités ne sont pas les mêmes. Ce que vous dites est très dangereux, Tounkara. Et aujourd'hui, mais je vous dis, mais de ne pas trop avancer sur ce plan-là. Parce qu'aujourd'hui, dire que le Sénégal est le Sénégal, donc on est obligé d'avoir des députés qui ne comprennent rien, mais qui applaudissent. Mais c'est avec la même logique. Avec la même logique. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai juste dit que nos réalités font que... Mais vous allez faire un conseil des ministres avec des ministres absolument médiocres et incompétents, et vous allez continuer comme ça, et la République va se gâcher. L'exigence de qualité et l'exigence de rigueur en termes de normes, il faut qu'on comprenne que nous sommes dans le monde et nous devons avoir les normes du monde. Je vous donne un exemple très simple. Quand Nicolas Sarkozy gagne 11 millions de francs par mois, et que Obama, qui dirige le pays le plus riche du monde, gagne 12 millions de francs CFA, on ne peut pas comprendre que nos normes soient ailleurs pour certains soutiens politiques, mais qui reçoivent des salaires de plus de 20 millions. Il y a un gros problème. Il faut être sérieux. Mais bien sûr, au Sénégal. Il y a des gens qui ont des salaires de 20 millions. Mais vous lisez les journaux mieux que moi, non? Mais vous avez assisté à une polémique, mais il y a quelques mois avant les élections, sur des fonds qui étaient reçus par des souteneurs politiques. Mais vous avez vu, demandez à votre collègue, mais il vous dira de quoi il s'agit. Personne n'a un salaire de 20 millions au Sénégal. Prouvez-le. Non. 20 millions de salaires au Sénégal? Non, ce que je vous dis. Il parle de salaire, il parle de... On parle de salaire. Je vous parle de revenus. Je vous parle de revenus illicites ponctionnés sur les ressources publiques et donnés à des souteneurs politiques. Oui. Mais qui ont dit que non, Landing Savané a dit non, il n'a jamais reçu autant d'argent. Il l'a dit. Mais je ne donne pas. Mais qu'est-ce qu'il a... Non, mais d'abord, mais je n'ai pas cité de nom. Et deuxièmement. Il s'agissait de lui. Et deuxièmement, il n'a jamais dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit qu'il n'a jamais reçu autant d'argent. Autant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette somme-là, elle est fausse. Non, mais la phrase n'a pas été formulée comme ça. C'est ce qu'il a dit. Mais il était là, assis là. Non, je vous renvoie à vos lectures. Non, il était là, assis, il a dit. À lecture. La personne qui a été incriminée a dit qu'il n'a même pas reçu 1 milliard. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, mais ce n'est pas la même chose. Mais ce que je dis et ce que vous dites n'ont rien à voir. Oui. C'est ce que j'ai dit qui est vrai et pas ce que vous avez dit. En tout cas... Non, vous avez raison. Alors, sur le maintenant, sur les relations civilo-militaires, vous me dites, les militaires disent planification, tout ça. Mais vous savez, M. Tounkara, il faut vous renseigner sur ce qui se passe à l'extérieur du pays. Moi, je donne un cours en décision stratégique. Et dans mon cours de décision stratégique, je compare des processus de décision militaire. Et j'ai étudié le processus américain, le processus allemand, le processus... italien et le processus français. Et dans ces processus-là que j'ai étudiés, dans toutes les phases que j'ai décrites ici, il y a une collaboration civilo-militaire. Donc, ce n'est pas une chose impossible, ce n'est pas les choses que les militaires ne vont pas laisser faire. Et encore une fois, vous avez l'impression que c'est un sujet anodin, mais c'est extrêmement sérieux. Vous savez pourquoi? Parce que dans une démocratie, dans une république, on ne peut pas avoir et le monopole des armes et le monopole de l'ordre. C'est trop de choses. Ceux qui ont les armes sont privés de l'ordre politique et ceux qui ont l'ordre politique sont privés d'armes. Et c'est comme ça que marche une démocratie. Et c'est pourquoi les relations civilo-militaires sont importantes et elles sont au cœur de tout. Alors, donc c'est les civils qui donnent les concepts de défense globale. C'est les civils qui définissent la politique de la défense, mais c'est le Parlement. C'est personne. C'est pas le chef d'état-major. Et c'est dans des phases de planification stratégique. Allez-y au Pentagone. Moi, j'ai travaillé avec les gens du Pentagone. J'ai été pendant 5 ans chargé des problèmes de lutte contre les trafics d'armes. Les papiers stratégiques, mais ce qu'on appelle les policy papers, mais qui sont rédigés au Pentagone, j'ai été à plusieurs réunions. Ils sont rédigés par des politiques, par des civils. Donc, les relations civilo-militaires, c'est ça. Maintenant, une fois que le militaire est sur le terrain, sur les opérations... peut-être conclure rapidement, parce que oui, là, on est... Une fois que maintenant les militaires sont sur le terrain, c'est à eux d'apprécier l'opportunité de faire une retraite, de battre. Mais ça, c'est du combat, mais ça, c'est de l'opérationnel. Mais encore une fois, jusqu'à la décision, jusqu'à la planification stratégique, je regrette partout, dans tous les pays qui marchent, dans tous les pays qui marchent, on doit avoir une collaboration entre les civils et les militaires. C'est pour ça qu'il y a un ministère des Forces armées. C'est pourquoi on a un ministère des Forces armées.
Et la question de fond est, est-ce que le ministère des Forces armées joue le rôle qu'il aurait dû jouer? Mon réponse est non, bien évidemment. Donc, voilà, c'était un petit résumé de ce qui a été dit dans votre livre. C'est vrai que les échanges ont été très... On peut contacter les éditions orales. Mais vous me le demanderez après, monsieur. Ah oui, parce qu'il n'y a aucune référence. Mais je pense que si vous avez un problème, on en parlera à la fin. Non, moi, j'ai pas de problème. Il faut avoir du respect pour les téléspectateurs. Merci. Donc, on rappelle que vous êtes le président de l'Université Polytechnique Ouest-Africain et que vous avez été ministre de la République. Nous avons été très, très heureux de vous avoir reçu.